Bonjour Dan Franck. Prix Renaudot, bien sûr, des dizaines d'ouvrages, des scénarios de films. Et puis, vous avez écrit plus de 65 livres pour les autres, ce qu'on appelle un nègre. Et puis, vous écrivez une histoire incroyable. Ça s'appelle Les Aventuriers de l'art moderne, le temps des bohèmes. Vous nous y racontez une France en effervescence. On est dans une époque où tout est possible, où les artistes sont en train d'inventer le langage du siècle. C'est-à-dire que ce livre énorme commence en 1902, au moment où Picasso arrive à Paris, et se termine au moment où Sartre est là, à la libération de Paris. C'est-à-dire, j'embrasse en fait un demi-siècle et je raconte la vie des artistes au cours de ce demi-siècle. Alors c'est vrai que quand ils arrivent à Paris, la bande de Picasso, d'Apollinaire, qui n'était pas française, qu'on ne sait pas, Modigliani, Soutine, enfin toutes ces personnes absolument extraordinaires, c'est vrai que quand elles arrivent à Paris, elles découvrent un monde nouveau, oui. Elles vont s'y intégrer. Un monde à construire. Un monde à construire, un monde d'espoir, un monde immensément généreux, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Et donc je raconte le brassage de ces cultures, l'invention du cubisme, l'invention du surréalisme. Pourquoi vous dites que ce sont des aventuriers, finalement? Ils ont l'impression qu'il faut y aller, quoi. Il y a l'inconnu est devant eux. Mais parce qu'en fait, ils défendent, ils partent à l'aventure de leur propre art. C'est-à-dire qu'ils vivent une vie de bohème au début du livre, en tout cas sur la partie qui s'appelle Bohème, au fond, tout ce qui se passe à Montmartre, puis à Montparnasse, ils partent à l'aventure de leur propre art. Ils savent que ce sont des génies, mais ils crèvent la dalle. Et en même temps, le fait de savoir que ce sont des génies, que l'aventure est extraordinaire, les rend joyeux. Oui. Ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est qu'ils n'ont pas forcément le sentiment de ce qu'ils vont devenir. Ils sont une bande de copains, ils se croisent, ils boivent beaucoup, ils inventent leur propre monde. Mais le bateau Lavoir, ou même les cafés à Montparnasse dans les années 30, c'était des colocations ou des communautés, tout le monde vivait ensemble, on partageait tout, c'était la misère hein, quand même, ils sont devenus riches, très riches d'ailleurs, mais plus tard, et c'est vrai que c'était pas un souci, quoi. C'était, quand vous avez Soutine par exemple, qui est à la Rotonde, qui est pauvre comme tout, et qui devient le meilleur ami de Modigliani, qui au contraire est d'une beauté incroyable, généreux, ouvert, alors que Soutine parle pas la langue, a pas d'argent pour se laver. Ben, il y a ces deux-là, par exemple, se rencontrent, deviennent extrêmement amis, très proches. Modigliani apprend à Soutine à parler le français, et c'est partout pareil. Voilà. Il y a toujours une entraide formidable. Ce sont des immigrés, des migrants, comme on dirait aujourd'hui, la plupart. Oui. Paris est accueillant. Paris est follement généreux à l'époque. Tous les artistes, d'ailleurs, Paris a été la capitale du monde. C'est ce que je raconte. Paris a été la capitale du monde entre 1900 et puis je dirais que ça s'est terminé après la Seconde Guerre mondiale. Avec l'existentialisme, Paris reste le centre du monde, mais ça se termine assez vite. Ça se passe entre quelques quartiers. Hein, vous l'avez dit, Dan Franck, il y a Montmartre, il y a Montparnasse. C'est-à-dire, ils se retrouvent dans les mêmes bistrots. Ils commencent à Montmartre. Et puis ensuite, Montmartre devient un peu plus cher, un peu trop cher. Le bateau Lavoir, c'est quand même très inconfortable. Il fait très chaud l'été, très froid l'hiver. Donc, ils vont dans les ateliers de Montparnasse, où ils rencontrent d'autres gens qui sont Apollinaire, Paul Fort, toute l'école de Paris, Soutine, Kikoïne, des gens qui venaient de Russie, des Juifs qui venaient de Russie, qui venaient en France peindre parce qu'on ne pouvait pas peindre dans leur pays. Et tout ça se rencontre les surréalistes qui habitent rue du Château, qui vont à la Coupole quand la Coupole entre, ou chez Breton. Mais ça SM Paris, mais c'est vrai que c'est un petit périmètre, mais c'est un périmètre extraordinaire. Ils inventent alors le fauvisme, vous disiez, le surréalisme. Ils inventent, je disais, finalement, de nouvelles formes. Ils empruntent à ce qui existe déjà, mais il y a une espèce de créativité immense, mais parce une folie, on pourrait même dire. Mais ils s'intéressent à l'autre, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'intéressent beaucoup à l'art nègre. C'est l'art nègre et le cubisme va naître d'un mélange d'art nègre, d'art ibérique. Ils découvrent des univers qui leur étaient absolument étrangers. Oui, alors vous les décrivez, hein, donc il y a Apollinaire l'érotomane, par exemple. Apollinaire, oui, c'était un homme très branché cul, Apollinaire. C'était un grand blagueur, c'est un immense poète. Pour moi, c'est un des plus grands poètes français. Naturalisé français, et qui meurt à la fin de la Première Guerre mondiale. Enfin, il y en a tellement. Oui. Modigliani et ses femmes, et puis Max Jacob et ses hommes. Oui, il était homosexuel, il aimait beaucoup les gendarmes, il s'en cachait pas. D'ailleurs, ça a créé des conflits avec Picasso, qui à un moment donné ne le supportait plus vraiment, alors que c'est Max Jacob qui a ouvert la porte du bateau Lavoir et du monde à Picasso. Puis après, il y a la guerre d'Espagne aussi. Puis il y a Oui, alors ça, c'est la suite, évidemment. Ça s'appelle Libertad. C'est finalement le monde qui s'ouvre.
C'est le monde, enfin c'est un espoir et un désespoir. Il y a la montée du nazisme, parce qu'à un moment donné, ces artistes-là s'engagent. Alors les écrivains s'engagent beaucoup plus que les peintres. Le seul qui reste vraiment tout au long du livre, parce qu'il est très présent dans l'histoire du siècle, c'est Picasso, qui fait Guernica, comme on sait. Et donc, je raconte la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne a été un creuset incroyable, un endroit où beaucoup d'artistes se sont rendus, sont allés, se sont engagés du côté de la République. Et puis, au même moment, il y a la découverte de l'Union soviétique par Gide, par Céline, par Prévert. Et tout ça, ça participe du même fourmillement, du même embrasement culturel. Oui, dimension politique qui devient évidemment très forte. Aragon qui va se tourner vers Staline. Et puis il y a évidemment, vous l'avez dit, Picasso qui... voilà. C'est-à-dire qu'il y a une dimension politique de changer le monde à travers l'art. Ben, c'était un espoir. D'ailleurs, c'est un espoir qui a duré très longtemps d'ailleurs après la guerre. Mais il y a surtout, l'époque se tend depuis 1933 parce que Hitler a pris le pouvoir et que on peut très bien comprendre toute l'histoire du siècle à partir de ce moment-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé en Espagne et qu'est-ce qu'ont vécu les artistes en Espagne, puis en Union soviétique, qui ne s'appelait pas la Russie à l'époque, qui était l'Union soviétique, puis après la France occupée. Donc tout ça, c'est le même cheminement. C'est comme si je décrivais une famille, voilà, une famille avec deux générations, comment ils sont quand ils naissent et comment ils sont 50 ans plus tard. Ils changent le monde. Alors il y a le troisième épisode, c'est Minuit, évidemment, c'est la guerre. On y croise Prévert, on y croise tous ces artistes, Cocteau. Donc le monde est là, et finalement c'est le monde de demain qu'ils sont en train de découvrir. Oui, et c'est un autre monde. On a évidemment changé d'époque. L'arrivée du nazisme, l'occupation en France change évidemment tous les horizons de tous ces gens-là. Et c'est intéressant de voir, par exemple, de suivre, par exemple, André Breton, très engagé et assez visionnaire d'ailleurs sur le communisme, qui se défiait beaucoup de Staline, qui s'est brouillé avec Aragon à cause de ça, et de les voir naître ensemble au moment du surréalisme inventé, et puis se séparer au moment de la guerre, puisque Aragon devient un très grand résistant et Breton s'en va. Et je raconte dans quelles circonstances et comment il s'engueule et comment Éluard arrive, etc. Ce qui est extraordinaire dans cette saga qui portait au cinéma, Les Aventuriers de l'art moderne, c'est que, évidemment, derrière tous ces noms mythiques qui sont devenus aujourd'hui complètement historiques, légendaires, il y a des hommes de chair et de sang, finalement, avec ce qu'ils avaient de faiblesse et de romanesque. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que je ne suis pas historien, donc je ne vais pas faire une thèse d'histoire sur l'histoire de l'art. Mais j'ai envie de les voir se lever le matin, avoir froid, aller voler du lait chez les voisins, coucher avec la fille de machin, et puis se retrouver. Le temps des Bohèmes chez Grasset, c'est un événement littéraire. C'est un grand voyage dans l'histoire. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.